Tout le monde est prêt? C'est bon. Je tiens à remercier la Source du Lion et à remercier Florence et Hassan de me permettre de présenter cette œuvre de Le Corbusier. C'est une œuvre que j'ai vue il y a à peu près 25 ans. J'étais encore étudiant, tout jeune. Je m'étais lancé dans la voie de l'architecture et qui est vraiment une voie assez compliquée. Et il y a quelques bâtiments qui m'ont aidé à essayer de comprendre ce métier et à essayer de semer la vocation que j'ai pu avoir pendant mes études pour ce métier. Alors c'est un bâtiment, je ne suis pas allé spécialement à Belfort, en Franche-Comté pour aller le voir. En fin de compte, on était partis aux Eurocaines, c'est un festival de musique. On était avec des potes, on avait une voiture de location. J'ai regardé ce qu'il y avait autour et on est parti. Et quand on est arrivé, on a été émerveillés. Et ce petit moment, ces petits instants que j'aimerais partager avec vous, tout simplement. Donc, je vais vous présenter d'abord le site, qui est assez remarquable. Remarquable et chargé d'histoire, puisqu'il est remarquable, il est dans les plateaux des Vosges, il est à peu près à 500 mètres de hauteur, il domine toute une plaine, et c'est un site qui est chargé d'histoire, puisqu'il existe depuis l'Antiquité, et les Romains avaient déjà posé des hôtels de culte dessus, et qui a perpétué jusqu'au XXe siècle. Et au milieu du XXe, la chapelle existante a été détruite, et on a fait appel à Le Corbusier pour en construire une. Donc Le Corbusier, je crois que tout le monde connaît un peu ce qu'il a fait. C'est un des grands maîtres, voire le plus grand maître de l'architecture du XXe siècle. Il était un peu réticent, mais quand il a vu le site, il est tombé amoureux. Et en quelques jours, il a produit des esquisses et le projet. En haut, on le voit très mal, c'est croquis à lui. Et en bas, c'est le site. En noir et blanc, c'était l'église, la chapelle qui existait avant. Et à droite, c'est l'insertion de Le Corbusier. Donc, il est émerveillé par le site, donc il va essayer d'exploiter au maximum les vues et les éléments existants au site. C'est les éléments existants au site. Bon, la topographie, toute la végétation qu'il y a autour, mais aussi les ruines de l'ancienne chapelle. Et à partir de là, il va dessiner tout un chemin assez tortueux pour avoir une espèce d'ascension qui monte le long de la forêt. Et ça, on n'y va pas, on ne peut pas y accéder en voiture. Tout ça se fait à pied. Et une fois qu'on arrive, on découvre par le chemin, vous voyez sur la photo du bas, on découvre la chapelle. Mais avant de concevoir la chapelle, Le Corbusier voyageait beaucoup, dessinait beaucoup. Donc là, je vous ai mis les références que Le Corbusier a utilisées, soit inconsciemment, soit volontairement, pour ce projet. Donc ce que vous avez, les croquis qu'il a, c'est des croquis qu'il a fait sur des villas en Italie, où il était fasciné par l'entrée de lumière. C'est-à-dire comment dans cette villa, vous avez la villa Adriana à Tivoli, et ce croquis il est assez ancien, il date de 1910, c'est un croquis d'étudiant presque, et il était fasciné comment la lumière pénétrait. Il y a cet exemple-là, il y a un autre exemple, il a été fasciné, il a fait un voyage dans les années 30 dans le sud d'Algérie, à Gardaïa, donc Zad, et il était fasciné par l'architecture vernaculaire de cette région, et surtout par une mosquée, Ben Brahim, qui, c'est ce que vous avez à droite. Il était fasciné par la pénétration de la lumière zénithale. Donc j'ai essayé de retrouver des photos de cette mosquée, qui est toujours là. Et vous pouvez voir les ouvertures, les échappées verticales et les ouvertures zénithales qui permettent de pénétrer la lumière à l'intérieur. Il y a d'autres éléments aussi qui l'ont marqué.
c'est les percements dans les masures qu'ils pouvaient trouver dans les maisons, dans les maisons du Mzab. Il y a d'autres références aussi, c'était ses voyages, mais aussi c'est ce qu'on appelle les objets à réaction poétique, ce que lui a appelé les objets à réaction poétique. Et c'est des éléments que je connaissais pas beaucoup, c'est en cherchant sur la chapelle de Ranchamp que j'ai pu comprendre un peu l'importance de ces objets. C'est qu'il collectionnait des objets qu'il trouvait sur la plage, c'était des objets du quotidien. Et dans ces objets du quotidien, il était aussi fasciné par la technologie, l'industrie, mais aussi par tous les éléments organiques. Donc autant une carapace de crabe. Là, les photos que je vous ai mises, c'est les photos de Le Corbusier. C'est lui qui a pris ces photos et qui a fait ces montages. Donc il y a des éléments industriels comme la cheminée d'un bateau, c'est celle du bas, le crabe, des photos d'éléments qu'il retrouve sur la plage, des photos d'avions, et là c'est pas un avion, c'est des espèces de ballons digérés, des zeppelins, par des formes organiques telles que les proues de bateaux qu'on retrouve aussi dans ce projet. Et ces objets à réaction poétique, ils sont assez importants dans l'œuvre de Le Corbusier, puisque il y a quelques confrères architectes ici qui connaissent un peu plus son œuvre. C'est qu'il a un rapport à l'art, à la peinture et à l'art plastique assez puissant. Il a toujours peint toute sa vie. Et il a commencé à peindre en créant le mouvement le purisme avec aux enfants, et il était dans une espèce de post-cubisme. Donc là, j'ai pas mis ce tableau pour pas m'étendre dessus. Et à partir des années 30, il se rapproche des surréalistes et il commence à avoir une vision autre. Mais cette vision autre, elle reste toujours rigide, et il a fallu attendre les années 50 avec la chapelle de Ranchamp pour que tous ces objets ressortent en lui et qu'il puisse avoir des gestes qui soient moins rationnels, moins orthogonaux, comme on a pu voir dans tous les projets qu'il a fait avant. Donc, les projets qu'il a fait avant, l'habitation, ces plans de ville qui sont assez rationnels et orthogonaux. Donc c'est des éléments importants qui vont contribuer à concevoir la chapelle. Et il a d'autres éléments qui sont importants pour lui, qui est les dimensions, les proportions et la géométrie. Je commence par la géométrie. Quand on voit même la géométrie, c'est la géométrie classique, héritée depuis l'Antiquité, les tracés régulateurs, le nombre d'ordres. On a l'impression que c'est un bâtiment agité qui part dans tous les sens, mais qui a les tracés régulateurs. Proportion, il est encore dans le classique et l'Antiquité. Tout est proportionné. Et tout est proportionné en fonction du nombre d'ordres. Et même les dimensions sont proportionnées en fonction du nombre d'ordres. Là, c'est quelques schémas que j'ai trouvés sur la net qui reprennent autant la structure, autant le fonctionnement intérieur, autant les tracés régulateurs. Donc quand on voit le plan, au premier abord, on se dit c'est une forme organique qui a été faite de manière spontanée. Mais quand on analyse, on réalise que c'est purement réfléchi et purement tracé. Donc il y a cette force chez Le Corbusier à avoir une espèce de spontanéité et de quelque chose de... Merci Achard. D'avoir un geste très spontané qui soit un dessin, une intuition, et ensuite l'organiser et donner une dimension géométrique bien proportionnée et bien réglée.
là, dans cette dimension, il arrive à créer des formes et des courbes qui ont un côté esthétique très fort, mais qui ont aussi une fonction. Et c'est là la force de Corbusier et de ce projet. C'est que quand on regarde, je ne vous ai pas encore montré beaucoup d'images de ce projet, mais quand on le regarde, on le perçoit, on a l'impression qu'il part dans tous les sens. Mais en fin de compte, non. Quand il dessine une courbe, c'est pour avoir l'espace convexe et concave. C'est pour avoir un intérieur et un extérieur. Et par exemple, cette courbe que vous voyez, et là j'ai pas le laser, il dessine certaines courbes sur l'extérieur pour avoir une espèce de place pour accueillir du public. Donc il est même le geste qui fait qu'on a l'impression qu'il est sculptural, ben, il a une fonction. Et rapidement aussi, il y a le plan qui vous dit, qui vous montre un peu les différentes composantes du programme, qui est très sommaire. C'est une petite chapelle pour 200 personnes à l'intérieur, et pour l'extérieur, il peut en recevoir plus de 2000. Mais le programme, il est très simple. Il y a un hôtel qui est orienté à l'est. Il y a 3 petites chapelles qui sont orientées en fonction des trois directions. Et une esplanade. Donc le programme est très sommaire. Donc toujours par rapport aux dimensions, aux proportions, ce que j'avais dit tout à l'heure, là il y a un plan qui montre un peu que tout est dessiné en fonction des proportions, en fonction du nombre d'or. Autant le sol qui est calpiné avec ça, autant les ouvertures. Il y a aussi une dimension constructive chez Le Corbusier qui est assez fascinante, puisqu'il arrive à générer des formes avec des matériaux très simples, le béton armé, qu'on connaît depuis l'Antiquité, et aussi, là, ce qu'il fait, il reprend la pierre locale, c'est-à-dire la pierre qui a servi à construire l'ancienne chapelle qui a été démolie par des bombardements, a servi à reconstruire toute l'enveloppe de la chapelle. Et c'est une structure très simple. On a l'impression qu'elle est super massive, mais c'est quelques poteaux et piliers en béton qui sont remplis avec cette pierre, qui vont permettre de mettre toute l'enveloppe. Ensuite, la toiture, il va s'inspirer d'une coquille de crabe, comme on a pu le voir juste avant, pour donner cette espèce de protection, comme une carapace assez dure, et il va donner la légèreté d'une aile d'avion. Donc le dessin que vous avez en haut, tout en haut, c'est un de ces dessins, pour montrer un peu comment la toiture est faite. Et vous voyez tout le principe d'échafaudage qui a été déployé pour construire ce bâtiment. Donc ce qu'on ne pouvait pas voir dans les images juste avant, c'est tout le travail de la matière et de la lumière chez Le Corbusier. C'est-à-dire s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de lumière. Ils vont ensemble. Et là, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est de l'enduit qui est fait à base de chaux, mélangé avec du ciment, et qui est projeté. C'est un enduit qui est venu recouvrir la pierre de l'ancienne chapelle, qui est de la pierre de Bourgogne, qui est assez résistante. Et lumière, c'est qu'il va venir monter très haut pour aller chercher la lumière à différentes heures de la journée et à différents jours de l'année. Donc vous voyez ces espèces de tours, en fin de compte, elles viennent et elles éclairent les 3 petites chapelles. Les 3 petites chapelles. Alors vous avez la grande chapelle, c'est celle du bas, donc qui est orientée nord.
Vous avez la chapelle du soir, qui est orientée ouest, et la chapelle du matin, qui est orientée est. De quoi? Pardon? Le curseur, un petit curseur pour élever les éléments. Non, je... Ah oui, oui. Ah, d'accord, merci. On appelle ça la souris. Donc, voilà. La grande chapelle, qui est orientée nord. La chapelle du soir, ouest. Et la chapelle du matin. Et c'est pour vous dire, comme il tient compte de l'orientation et de la course du soleil, et des rythmes aussi de la journée. En parlant de matière-lumière aussi, il vient travailler tout le mur sud. Donc on se retrouve avec quatre éléments de lumière différentes. Donc là, vous avez une axonométrie qui vous explique rapidement ce que je vous ai montré sur le plan. Ça, c'est le mur du sud que vous avez là, qui fait plus de 2 mètres d'épaisseur. Vous avez la chapelle, le haut de la chapelle, la grande chapelle qui est orientée nord, voilà. La chapelle ouest ici et la chapelle est ici. Et l'autel. Donc, à partir de ces lanterneaux verticaux, il vient éclairer ces 3 chapelles. Là, vous avez la chapelle du soir. Donc, vous pouvez voir la qualité lumineuse. Mais cette qualité lumineuse ne marcherait pas s'il n'avait pas mis cet enduit. Cet enduit qui vient et qui accroche, qui est assez rugueux, et qui vient et qui accroche la lumière. Là, c'est la chapelle nord, c'est la grande chapelle. Vous voyez un peu la qualité de la lumière, ce qu'on reçoit en bas. Et l'ambiance qu'il donne. Et on peut voir, là, on arrive à voir l'ouverture du haut. Et on peut voir que sur les 3 chapelles, à chaque fois, il modifie le type d'ouverture. C'est comme il jouait sur des espèces de diaphragmes pour venir et filtrer la lumière en fonction de son intensité. Là, on va passer à la lumière côté sud, qui est une lumière assez zénitale et plus puissante que les autres. Et il fait tout un travail de percement qu'il a retrouvé, qui s'est inspiré des maisons du Mzab, mais aussi c'est une démarche propre à lui, c'est-à-dire quand il conçoit, quand il fait ses ouvertures, c'est pas l'architecte qui va les faire de l'extérieur. Je vous donne un exemple, ce bâtiment et tous les bâtiments qu'il y a au centre-ville, c'est des façades qui sont faites de l'extérieur. C'est fait pour faire beau, pas pour aller chercher la lumière. Lui, il se débarrasse de ce souci d'esthétique pour faire beau. Lui, il les perce de l'intérieur. C'est pour ça qu'il travaille. Vous avez une façade coupe ici, où il fait ses percements, il les fait là où il a besoin. Là où il va chercher la lumière. Pas là, il n'est pas là pour faire beau. Et cette expérience, il l'a eu dans le vernaculaire maghrébin. Et c'est ce qu'on retrouve, on peut retrouver à Casablanca, quand on voit des autoconstructions, mais les gens ils ne se prennent pas la tête à essayer de faire une belle façade. Ils font une façade parce qu'ils ont besoin de lumière là, parce qu'ils ont une toilette ici, ils le font. Et ça, c'est une des forces qu'il a ramené dans l'architecture moderne. C'est le souci, ce n'est pas de faire beau de l'extérieur, mais au moins
que ça soit utile à l'intérieur. Au final, c'est bon. Au final, oui. Ouais, bon, lui est quand même fort. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc dans cette façade sud, c'est ce mur-là. Donc vous voyez un peu l'épaisseur et pourquoi il lui donne cette épaisseur-là. Parce que la lumière, elle arrive, elle est intense, il crée des cônes. Donc c'est comme pour filtrer et ramener la lumière de très loin et la faire pénétrer à l'intérieur. Et je profite aussi pour regarder ces images intérieures. Il faut voir le sol, comment il est fait. C'est de la pierre locale. Vous pouvez voir la toiture qui est faite en béton brut de décoffrage. Et c'est une toiture qui est courbe, qui protège, on va dire, qui protège les fidèles à l'intérieur, entre guillemets, qui est posée sur... On en reparlera après, s'il vous plaît. Et qui repose sur des poteaux. Et tout autour, il y a des murs blancs. Et cette toiture, elle vient, qui est grise, elle vient et elle touche pas les murs. Donc on a cet effet de flottement et de légèreté. Et donc quand moi j'étais rentré à l'intérieur, j'ai eu ça comme sensation. C'est qu'il y a un truc super lourd qui est au-dessus, mais vu qu'il est... il est courbe et suspendu, donc on a l'impression que c'est quelque chose qui flotte. Et qui ne touche pas, que la toiture ne touche pas le mur, ça donnait un effet de légèreté par rapport aussi au sol qui est quand même très présent et qui est en pente, puisqu'il a vraiment voulu épouser la topographie du terrain, c'est-à-dire l'entrée elle est ici, côté sud, et quand on arrive, on rentre, c'est une grande porte positante de 3 mètres par 3 mètres qu'on a ici, et quand elle s'ouvre, on rentre, et ça dépend de l'heure de la journée aussi, on est comme flotté, on a l'impression qu'on ne comprend pas. Le sol est Hein? Le sol est en pente? Oui, légèrement en pente vers l'hôtel. Il suit le terrain. À votre droite, vous pouvez voir un peu le jeu de lumière qu'il propose. C'est-à-dire, c'est des espèces de cônes qui viennent filtrer de la lumière. Et pour accentuer ce film de lumière, il va pas faire des vitraux, mais il prend du verre et il le peint et dessine dessus. Et il met des inscriptions en fonction de la nature et aussi des références à Sainte-Marie. Là, on peut voir un peu là aussi la qualité des détails, comment il conçoit l'espace. Il y a quelques éléments. Pourquoi, après, je me suis posé des questions. Pourquoi on a l'impression que cet espace flottait? Cet espace flotté, c'est qu'il n'y avait pas de rupture entre le sol et le mur, bien qu'il soit différent. Il n'y avait pas de plainte. Par exemple, dans tous les bâtiments, même celui-là où on est là, ça nous sert de référence, c'est qu'il y a des plaintes. Donc le sol est coupé du mur. Il y a toujours une jonction. On doit tout le temps cacher quelque chose, on doit cacher un joint. Lui, chez lui, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de coupure entre le mur, qui est un plan vertical, le sol, qui est un plan horizontal, le plafond, qui est un autre plan horizontal. Il n'y a pas de coupure. C'est soit des vides, soit des continuités. C'est pour ça qu'on se sent plus ou moins bien dans ce bâtiment et qu'on est un peu dépassé parce qu'on a l'impression que tout fait un tout. Donc, vous pouvez voir, ici, ça c'est un mur qui donne accès à l'escalier, mais j'ai pas de photo où on peut voir un mur sans plainte. Ah oui, j'ai oublié de parler de la porte aussi. Donc il a encore ses référents de peinture.
va dire que c'est une peinture qui date des années 20, d'après-guerre. Mais il est tout le temps dans le dessin, dans les aplats. Et bon, il a dessiné sa porte avec 2 mains, propre à son style de dessin. C'est quelqu'un qui dessine beaucoup. Il met 2 mains pour dire bienvenue, ouvrez la porte et entrez. Et c'est une porte en métal qui fait 3 par 3, donc qui fait 9 mètres carrés, qui est quand même assez lourd et solide, qui est sur un pivot central au milieu, et qui la rend facile à utiliser. Et le souci de détail, on peut le retrouver dans la poignée, parce que c'est lui qui a dessiné la poignée. Mais c'est lui aussi qui a dessiné tout le mobilier, qui a dessiné les bancs, qui a dessiné l'hôtel. Et pour revenir à sa peinture, c'est quelqu'un qui dessinait, qui peignait énormément. Et dans l'histoire, il y a l'histoire du dessin, l'histoire de la peinture, on a tendance à oublier l'histoire du dessin. Dans l'histoire du dessin, c'est quelqu'un qui va introduire l'histoire du croquis. Donc, le croquis, les artistes de la Renaissance ils ont tous fait des croquis. Et les plus jolis dessins, c'est les dessins de Lacroix, ce que j'aime. Hein. C'est les dessins de Matisse ou de Picasso. Et lui, il est dans cette continuité-là de faire le croquis et d'aller à l'essentiel. Ou les dessins, c'est-à-dire avoir un trait très souple, très léger, et en 3-4 traits, il va à l'essentiel. Et il est dans cette école-là. Donc le mur de la façade sud, dès que le soleil rentre, et chez lui, il y a aussi c'est de la polychromie, la couleur qui est tout le temps présente. Là, on a un exemple d'ouverture et de verre peint. Et là, c'est des zooms sur le verre glacé avec ses dessins et la reprise de textes, de mots. Et ce bâtiment-là, je sais qu'il pendant la visite, il y a eu quelque chose. Bon, après, j'ai entendu parler d'espace indicible. Espace indicible. Donc, un espace indicible, donc si on ne veut pas le dire, on ne peut pas le raconter, c'est indicible. Et je ne sais pas si l'émotion que j'ai vécue en étant dedans, est-ce que c'était une sensation d'espace indicible? Je ne sais pas si les gens dans le cercle ont déjà vécu ça, mais c'est un moment où on est bien et on est pris par quelque chose. Bon, sans avoir bu, sans avoir fumé, et j'ai essayé un peu de creuser la question, et l'espace indicible, c'est pas uniquement dans un lieu, une œuvre d'art ou une architecture, uniquement dans un bâtiment, mais on peut retrouver ça dans un paysage, en écoutant une musique, Bon, sauf que là, c'est espace indicible, donc il faut du volume. En même temps, c'est une chapelle. Alors, pour revenir à cette toute la charge spirituelle qui fait que c'est indicible. J'ai oublié de parler du commanditaire, du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est l'ordre dominicain qui ont fait appel à Le Corbusier pour ce bâtiment et d'autres bâtiments, donc on la Tourette. Et c'est un ordre assez
assez sobre et minimaliste. Et ils ont fait appel au Corbusier. Le Corbusier était agnostique. Donc quand il a fait ça, le Corbusier, il l'a pas fait uniquement pour les catholiques, etc. Il l'a fait c'est un lieu de recueillement, autant pour les laïcs, Les humains. Pour les agnostiques, pour les humains tout simplement. Et cet ordre, il est quand même je trouvais qu'il était assez éclairé, puisque à l'époque, il y a la tradition des églises, des cathédrales, il y avait des plans assez classiques, en croix, l'hôtel oriental à l'est, etc. Et ils ont confié un lieu de culte à un architecte aussi avant-gardiste, avec une forme aussi organique. Et à l'inverse, est-ce que les fidèles du coup se la sont appropriés? Oui, ils se le sont appropriés. Oui, ça les a pas déstabilisés, que ce soit pas justement très classique, quoi. Moi, le lieu de culte, c'est quand même pas. Je suis mal là-bas, je suis plutôt du sud. Je peux pas dire ça, mais je sais que les photos, quand je faisais mes recherches, je regardais les photos des années 60, 70, il y avait encore beaucoup de fidèles qui y allaient. Bon, maintenant, il y en a un peu moins. Sur certaines photos, il n'y avait pas de banc du tout, d'ailleurs. Je me souviens de celle-là, il y en a, mais il n'y avait pas de photo. Bon, alors c'est moi qui ai perdu. J'ai l'impression qu'elle était vide. Je me demandais si elle servait vraiment. Elle sert. Le village qui est à côté, il s'est pas beaucoup agrandi. Au départ, elle servait au mariage, etc. Mais ça reste quand même une chapelle. Donc, et il y a un ordre qui habite là-bas, qui était au départ dans le village. Il y a un monastère à côté. Ouais. Et qui a été déplacé. Donc il y a une vie. Entre-temps, il y a eu d'autres bâtiments. C'est quand même un site qui est classé patrimoine de l'UNESCO. Et il y a eu des extensions. Il y a eu Lorenzo Piano qui a fait un autre bâtiment à côté. Il y a Corajou pour les paysagistes qui a intervenu dessus. Mais pour revenir un peu ce bâtiment, ce qui m'a donné comme ça sensation, mais aussi comme ouverture et esprit de curiosité, j'ai pu voir un peu aussi qu'il y a eu, je ne suis pas historien de l'art, mais il y a eu beaucoup d'influence par rapport à certains artistes américains des années 60. Si on voit le travail de James Turrell, comment il travaille la lumière naturelle et les installations qu'il fait, on se dit, bon, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose avant. L'autre fait des installations, lui il fait des bâtiments, c'est différent. Mais la recherche de cette qualité lumineuse, elle est là. D'autres après qui ont essayé de faire la même chose avec les lumières artificielles, comme Donald Judd ou Dan Fenn. Donc lui, il a fait ce projet, il l'a conçu en 50, et à la fin des années 60, il y a des artistes contemporains qui sont intéressés à cette question de la lumière et cette question d'installation. Et après, en lisant ces trois artistes, je lisais un peu leur biographie, les trois ont un rapport au religieux. Ils ont eu un rapport. James Turrell était fils de Quakers, l'autre, Donald Judd, il a fait des études religieuses, et le troisième, je ne me rappelle pas. Ils étaient déjà baignés. Et pour revenir à cette histoire de lieu de culte, c'est une chapelle, mais qui dépasse, et c'est là où l'ordre bénédictin était assez fort, c'est qu'ils arrivent à dépasser que ce soit une chapelle, ça devient une espèce de sanctuaire où tout le monde peut venir et prier, mais se ressourcer. C'était quoi son nom? Vous parliez du nom, mais je ne l'ai pas retenu. Vous avez dit qu'elle avait un nom minimaliste à la chapelle. Non, vous avez parlé de l'ordre. Hein? C'était l'ordre, les dominicains. Ah, d'accord. Je vais vous rester sur votre fin, non? Donc, si vous avez des questions. Est-ce qu'il en a fait d'autres? De chapelle, non. Chapelle, Pourtant, il a fait des couvents. Il a fait un couvent. Et il est mort, il ne peut plus en faire. Le chantier a été terminé quand, C'est en 55. Il a commencé en 50. Je
crois qu'en moins d'1 an, il a sorti le projet et il a fallu attendre 4 ans. Ça a été, Je crois 2 ans, c'est en 53, 55. ça a été reçu, Pardon? ça a été reçu comment dans la commune des architectes, les écoles? Alors ça a été révolutionnaire. Le gars, il avait toujours 10 ans d'avance sur tout le monde, puisqu'on le connaissait. Il faisait des projets assez orthogonales, bien tramés en fonction du grandeur, etc. Et là, il osait faire des courbes et des contre-courbes, des éléments de toiture organique, donc ça a un peu déstabilisé. Et surtout, il était en avance, ça a été l'un des premiers à utiliser les éléments bruts. Alors après, il y a tout un mouvement qu'on a appelé brutalisme, qui a été théorisé sur ça, mais qui arrive plus tard, qui arrive après 57. Et bon, et brutaliste en architecture, bon, c'est assez simple. C'est véracité des matériaux, on monte les matériaux tels qu'ils sont, et la structure doit apparaître, le système constructif doit apparaître. Mais lui, il s'en foutait de ça. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la qualité du matériau et la forme et l'espace que ça pouvait donner. Donc oui, ça a eu un impact énorme, et ça a eu un impact même au Maroc. Là, il y a un rapprochement à faire entre. Ah oui, c'est toute la génération. Et Zévaco et. Ah, c'est toute. J'allais y venir. Ouais, c'est toute cette génération-là. Si on parle de Zévaco, Azaguri, etc. Toute cette génération, ils vont baigner. Et si vous regardez tous les projets faits après 60. Vous allez retrouver un béton blanc, un enduit blanc projeté, du béton brut. Regardez tous les collèges et tous les lycées construits entre 60 et 80, c'est ça. Et le marché ici, le marché là. Vous regardez Capo Negro au nord. Le travail de Tastemain, bon, Zévaco, il a influencé toute une génération. Bon, après, à la fin des années 60, début 70, ça va être remis en question. Ben, nous, au Maroc, on va continuer. Les autres, ils vont remettre ça en question. On va continuer dans ce truc-là, mais il y a quelques chefs-d'œuvre aussi au Maroc brutalistes. Agadir. Toute la reconstruction d'Agadir, elle utilise ces matériaux-là. Donc oui, c'est un impact énorme sur deux générations d'architectes. On se demande aussi à quel moment et pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui a été remis en question, revu Par rapport à ça, à son œuvre, en fait. par rapport À son œuvre, à toute son œuvre, il a été remis en question début des années 70 avec la remise en question, enfin, en fin de compte, du progrès. La modernité, c'est quoi? C'est le progrès scientifique. Il y a uniquement le progrès, et la science et la rationalité. Donc, cette idée-là va être remise en question en architecture, parce qu'on réalise qu'il n'y a pas uniquement que le progrès et la rationalité. Le progrès et la rationalité en architecture, c'était quoi? C'est qu'on construit les mêmes immeubles dans le monde entier. Donc bon, le site international, etc. Donc il y a des gens qui vont se dire non, dans l'architecture, il n'y a pas que la modernité et le progrès. Et pour Le Corbusier, mes amis architectes vont le trouver. L'architecture, c'est un jeu savant sous la lumière, un jeu de volume savant sous la lumière. Donc ils vont dire non, il n'y a pas que la lumière. Nous, on va rajouter de l'histoire. Donc il y a des architectes qui vont commencer à revenir à faire des bâtiments en s'inspirant de la Renaissance classique. Chez nous, ça va être la même chose, mais dans les années 80, ils vont commencer à puiser dans le patrimoine arabo-andalou et ils vont construire ça. Il y en a d'autres qui ont dit non, l'architecture c'est le signe.
Donc on doit faire des bâtiments qui aient des signes, d'autres qui vont dire l'architecture c'est la technologie. Donc il faut que ça soit super technique. D'autres ils vont dire que l'architecture elle peut être que sociale et économique, on doit construire avec le local, etc. Et ça, à partir des 70, ce système est remis en question, cette esthétique-là, mais surtout ce qui est remis en question chez Le Corbusier, c'est que c'est toute la production de logements et les plans d'urbanisme qui ont été faits après la guerre. Donc à Casa, on a l'Amp, par exemple, qui est un pur produit des modernes. Mais cet urbanisme a été aussi remis en question. Donc on a plus voulu revenir dans la vie traditionnelle, dans des éléments comme ça, et même ça, en architecture, on a souffert, puisqu'il y a eu une crise en 70 qui a duré jusqu'à la fin des années 80-90. Et ça s'est répercuté dans l'enseignement et dans la production architecturale. Dans l'art aussi, c'était une période de questionnement, et on n'arrivait pas il n'y avait rien qui émergeait, c'était des questionnements. C'est un peu aussi le travail de Picasso quand il a commencé à faire des sculptures monumentales dans l'espace pudique, mais brut. C'est-à-dire de défendre l'île de béton, coloré ou pas coloré. C'était aussi un révolution. La sculpture était considérée comme un élément décoratif sur une place dans une petite ville. Elle envoyait forcément à une petite histoire locale, etc. Picasso, il a, que ce soit à New York ou à Tokyo, il s'en foutait. Il faisait la même. Oui, c'était la prémontée à la matière, à la beauté de la matière, intrinsèque, etc. Et puis à sa folie. Comme les architectes, maintenant, c'est leur propre folie qui les guide. Il y a une histoire d'ego. Et là, bon, par exemple, ça c'est un bâtiment qui est exceptionnel, c'est une chapelle. Normalement, dans certains pays, faire de l'architecture, quand c'est du logement qui est dans une ville, on doit être assez modeste. On prend les Suisses par exemple, qui font, on prend même les plus grandes stars chez eux, quand ils font du logement, ils vont tenir compte de l'histoire du quartier, de ce que les autres architectes ont fait avant, ils vont regarder les formes qui ont été développées avant, et eux, quand ils vont faire leur bâtiment, ils vont pas essayer de se faire remarquer. Ils vont juste montrer que leur bâtiment a été fait à cette époque-là, mais en respectant tous les autres. Donc il y a un travail de respect déjà. Ici, bon, je crois que c'est les latins et sur le style, non, il faut que ça claque. Je fais mon bâtiment, même s'il fait 3 étages, il faut que je dise je suis là. C'est pharaon, ouais. En fait. C'est cette pharaon. Ouais. Construit la plus grosse pyramide. Enfin. Ah, ça c'est. Les meilleurs matériaux. Donc. Ouais, après, bon, c'est un métier où il faut avoir un ego de folie, parce que si t'as pas un ego de folie. Comme moi, là. Il répondait aussi à des commanditaires qui ont commencé à construire des choses à leur image, à l'image de leur entreprise. Donc il fallait que ça soit gigantesque, avec les meilleurs matériaux de synthèse, les meilleurs trucs, etc. Et plus haut et plus. Il y a des projets comme ça qui étaient, on va dire, engagés socialement, mais aussi esthétiquement, etc. Ils n'avaient plus de place quand même. C'est à la petite échelle. C'est vrai que le commanditaire est important. C'est-à-dire qu'on parle d'un bâtiment en architecture, on parle de l'architecte, mais le commanditaire est aussi important que l'architecte, parce que c'est lui qui va pas orienter la création architecturale, mais c'est lui qui va donner quelques contraintes, mais aussi et moi avec le temps je réalise que l'architecture, en fait, quand tu es architecte, c'est comme tu es couturier, donc tu as les hauts couturiers, haute couture,
Après, tu as ceux qui font du prêt-à-porter. Après, tu as les couturiers du quartier qui sont en voie de disparition. Tu vois. Et c'est à peu près ça. Et quand c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, un grand ministère ou un grand ministère, il va chercher à se démarquer, à aller chercher l'architecte le plus cher, le plus connu, le plus médiatique, le truc, beaucoup de thunes. Voilà. Après, celui qu'à moi, ainsi de suite. Bon, on a tendance à oublier aussi des fois qu'il y a des archis qui font, comment on appelle ça, qui font vintage. On n'a pas besoin de construire un bâtiment, on peut récupérer les bâtiments, les réhabiliter, les retaper. C'est-à-dire, des fois, on a besoin d'un musée. Dans une ville, on n'a pas besoin de construire un musée. On peut trouver des bâtiments déjà existants, des friches industrielles ou autres, des entrepôts, et injecter de programme. On n'a pas besoin de construire quelque chose de nouveau. Mais en architecture, c'est un peu plus compliqué que la mode, parce que quand des élus, par exemple, parce qu'il y a la politique qui rentre en jeu, que ce soit local ou au niveau national, quand ils font un projet, ils savent qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans la caisse du parti ou dans la poche de quelqu'un. Donc ça ne les intéresse pas de réhabiliter un lieu, il vaut mieux construire. Il y a aussi autre chose par rapport à ce que tu disais, Youssef, c'est un métier qui dépend beaucoup des financiers, donc des commanditaires. Et donc c'est un métier qui avance au moment de crise. C'est au moment où il y a la prospérité que ça construit, et puis au moment de crise, ça réfléchit. C'est-à-dire les modernes, c'était l'entre-deux-guerres. C'était un moment de crise où en fait ils ont fait les bâtiments cultes, ils ont fait les œuvres les plus avancées, puis ils ont tartiné pendant la période de construction. Arrive la crise pétrolière, donc re-questionnement, les sciences humaines qui prennent les dessus, etc. Et puis la dernière crise, là, elle a beaucoup changé la donne. D'ailleurs, quand on voit les Pritzker, les derniers, c'est des gens qui viennent de pays du Sud. Le dernier, c'est un Chilien. En fait, ça change complètement la donne et on commence à faire avec des budgets très petits, à regarder des bâtiments, par exemple, un gars qui émerge, qui est un burkinabé, Francis Ferré, on n'avait pas parlé de gens comme ça. Aujourd'hui, ils sont dans le devant. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une période de crise, il y a une remise en question de tout ce qui a été fait avant, et puis on part de l'avant. Et c'est dans ces moments où on fait des tout petits bâtiments, et qui sont des bâtiments cultes, des bâtiments phares, après on partit. Il y a un point, c'est intéressant, il y a un point c'est la mondialisation. C'est pour ça qu'on parle il y a la mondialisation, c'est pour ça qu'on parle de ça. Qu'on parle de ces architectes chiliens, etc. Il y a eu d'autres architectes chiliens super connus avant, mais avec la mondialisation, il y a un truc tout le monde connaît avec la mondialisation, au niveau alimentaire, au niveau vestimentaire, au niveau musical, donc un aplatissement du goût, des saveurs et des valeurs. Mais dans l'architecture, c'est la même chose, puisqu'il y a des grands groupes industriels qui produisent des matériaux déjà prêts à l'emploi. Donc on se retrouve dans nos villes, pas obligé, mais c'est le truc le plus rapide, le plus commode. Concevoir en fonction des matériaux. Voilà. Et vous regardez, par exemple, vous regardez à Casablanca, vous allez voir de l'aluminium, des bardages en aluminium qu'on retrouve dans toutes les villes du monde, ou des bardages en bois, du faux bois, dans toutes les... Donc même l'identité de la ville et la qualité visuelle et aussi esthétique et l'identité d'un quartier ou d'une ville, et il est en train de disparaître. Il y a même des gens qui font des travaux dans les magasins. Le gars qu'on appelle etc., ils s'en foutent un petit peu. C'est-à-dire qu'ils vont faire des rénovations, mais ils s'en foutent, ils mélangent toutes les matières, etc. Et ça donne une catastrophe. C'est ce qui se passe aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un canevas ou quelque chose qu'on doit respecter pour garder la même façade, une cohérence entre les magasins, un truc du genre. Après, c'est des états de réglementation et de mise en œuvre. Comment l'ordre des Dominicains il en arrive à faire appel à lui? Et est-ce qu'on sait s'il y a eu un cahier des charges ou quelle a été sa marge de manœuvre? Alors, ce que je sais, je ne suis pas un pro de l'ordre des Dominicains, mais ce que je sais, il y a deux prêtres, un couturier, qui est en gros, c'est après la Seconde Guerre mondiale,
ils avaient besoin de reconstruire et de faire de quelque chose de nouveau. Le Corbusier, il n'avait jamais rien construit avant la Seconde Guerre mondiale. Il a construit quelques maisons, beaucoup écrit, fait des projets théoriques, mais il avait... Chargé. Il était bien chargé. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a un ministère de la Reconstruction, par Claudius le Petit, qui avait un réseau aussi avec, dans les courants religieux, ce qu'on appelle démocratie chrétienne, c'est les centristes, en France. Et de ce réseau, Claudius Petit, qui a fait appel à Le Corbusier pour construire l'unité d'habitation à Marseille, l'immeuble du Fada, était en contact avec le père Couturier, et il voulait quelque chose de nouveau et de pertinent, donc ils ont fait appel à lui. Et il a été libre Oui, il n'a eu aucune contrainte. Il a eu aucune contrainte. Moi, je ne connais pas bien son parcours, mais comment cette œuvre-là, elle se situe dans sa carrière? Alors c'est une œuvre qui marque, il y a une rupture par rapport à ce qu'il a fait avant, en termes architectural et plastique. Pas en termes d'urbanisme, puisque après il va faire la ville de Chandigarh, où il va rester dans l'orthodoxie moderne, Charles d'Athènes, etc. Par contre, là, il y a vraiment une rupture dans ce style, avec l'utilisation de cet enduit-là, les formes organiques. Si tu connais quelques bâtiments de Le Corbusier, tu vas voir qu'ils sont assez orthogonales, avec à chaque fois plus ou moins les mêmes principes. Ce projet, c'est vraiment une coupure dans son œuvre. Entre le travail des ouvertures, le travail des formes, des matières et des matériaux, on a l'impression qu'il explore tout ce qu'il peut avoir sous la main et qu'il se fait plaisir, parce qu'il comme il est libre, il travaille le projet du début jusqu'à la fin, des fondations jusqu'à la décoration, etc. On a l'impression qu'il explore toute la taille de ce qui est... Il a toujours fait ça, et je vais te dire, moi ce que j'ai compris, c'est que jusqu'aux années 40, il avait un bâton dans le cul. Il était super rigide. Pas académique, il était vraiment anti-académique, mais il était super rigide dans sa pensée, ses théories. Et avec l'âge et avec l'expérience qu'il a emmagasinée, il s'est détendu. Et là, il a fait en 50, lui il est né en 86, je crois, donc 50, il avait 60 ans, 65 ans. Donc C'est avant Marseille c'est après Marseille, c'est en concubinage. Ouais. Et il s'est lâché. Et c'est surtout ses différents voyages et surtout il a commencé à voir autrement à partir des années 30. Il commençait à fréquenter les surréalistes, chose qui avant était dans un post-cubisme assez rigide. Il y a aussi l'environnement de ce bâtiment qui est assez... Oui, le site, c'est le site aussi. J'ai pas trop insisté sur le site, mais le site l'a fasciné. Oui, je pense que c'est ça aussi qui est... Il y a l'histoire de la coupole, parce que c'était un fou la coupole, c'était un fou du Parthénon à Athènes, le truc qui est perché, qui domine. Non, le site a énormément contribué à avoir ce projet-là. D'ailleurs, il épouse bien la topographie, les courbes pour venir épouser aussi la forêt. Non, le site est important dans ce bâtiment-là. C'est à l'écart de la ville, c'est ça? C'est à l'écart de la ville. Oui. La ville la plus proche, c'est Belfort. Non, le voyage avec les potes, c'est bien facile. Hein? Le voyage avec les potes. Ah ouais, non, cool. Cool. Moi, je trouve très intéressant, c'est cette idée aussi tu as parlé des objets à réaction politique.
cela. C'est que moi je pense que au fait durant sa première carrière, il était peut-être plus influencé par l'esprit de la technologie et de la rationalité, et au fur et à mesure qu'il a découvert un monde plus organique par rapport à ces objets à réaction poétique, ça a un peu changé sa vision de l'architecture. Il est devenu peut-être plus souple, moins rationnel pour faire une architecture peut-être plus organique. C'est à travers ses recherches que lui les a appelés des objets à réaction poétique. Ouais, c'est ça qu'il y avait un déblocage. Hein. Quand vous voyez ses œuvres, ce qu'il a écrit, les villes qu'il proposait, et ensuite comment il laisse un peu l'inconscient rentrer dans ses dessins et dans sa production, je crois qu'avec l'âge on change, hein. On change tous. En même temps, quand on visite la maison radieuse, La cité radieuse, il y a quelque chose de très poétique, même si il y a une certaine rationalité. Quand on étudie d'ailleurs dans les études d'architecture, on nous parle très fortement de ce côté très rationnel de Le Corbusier. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de ce côté poétique justement, qui est en fait présent même quand ces projets sont très rationnels. Et la Villa Savoie, ça n'est pas encore peut-être parce que c'est trop dans le parcours, c'est trop direct. Mais dans la cité radieuse, vraiment tout est dans le détail, tout est minutieux, du banc, de l'entrée, la pierre qui va marquer le chantier, où là on verra déjà l'orientation, l'importance de l'orientation du bâtiment sur le site, à prendre l'ascenseur et aller dans les rues où moi j'avais oublié, parce que j'ai jamais visité il n'y a pas très longtemps, ces rues où il avait choisi de mettre juste des lumières au-dessus des portes, et donc la rue est pratiquement sombre, pour que justement les gens automatiquement parlent tout bas, et que du coup il y ait un voisinage qui soit respecté. Et après on rentre dans l'appartement, et du coup là c'est la lumière, c'est traversé. Et en fait du coup quand j'ai revisité c'était celle à côté de Nantes, j'ai trouvé vraiment que c'était quand même déjà très poétique, très proche de l'humain justement, de cet aspect de l'organisme, du détail, même dans le béton, Oui, c'est fabuleux. Non, son travail, c'est énorme. Il est beau. Son béton, il varie en fonction de la lumière et les traces de bois, etc. C'est juste une parenthèse par rapport au brutalisme, parce que c'était le premier qui a mis le béton brut décoffrage dans ses bâtiments. Et on lui a dit, qu'est-ce que vous pensez du brutalisme? Et lui, il a dit, moi, j'ai jamais voulu faire des bâtiments brutalistes, je sais même pas c'est quoi. C'était après-guerre, il n'y a pas de moyens. Donc j'ai utilisé les matériaux les moins chers et les plus simples à mettre en œuvre. Et je fais la parenthèse par rapport au béton. Non, ces bâtiments sont beaux parce qu'ils sont bien exécutés. Bon, le mobilier à l'intérieur des cuisines est fait par Charlotte Perriand. Les volumes, ils sont les duplex, les typologies, etc. Mais en tant que forme urbaine, ça ne marche pas. Et la rationalité, quand on parle rationalité, c'est être aveuglé par la rationalité. Et ces types de bâtiments, quand ils viennent, ils s'implantent, ils ne tiennent pas l'histoire de la culture locale. Ils cherchent que l'orientation est-ouest. Et ils ne tiennent pas compte du parcellaire existant, qui est un parcellaire agricole, qui est là depuis bien avant. Ils ne tiennent pas compte du découpage du sol. C'est-à-dire, ce qu'ils cherchent, c'est le soleil, les vues, et pouvoir circuler en voiture et mettre les piétons. C'est ce qu'on appelle ce rationalisme aveugle qui était prôné par Le Corbusier. Alors quand lui faisait les bâtiments, c'était la grande classe. Mais quand c'était pas lui, c'est catastrophique. Donc c'est pour ça qu'on a remis aussi en question tout son travail, etc. Mais finalement, que ce soit lui ou d'autres architectes ou même d'autres artistes ou d'autres, je ne sais pas quoi,
Lui, il en a fait 4. Il en a fait 3 ou 4. Non, il en a fait 3. L'unité d'habitation, il a fait celle de Berlin, de Nantes. 3, il en a fait 3 et 4. Ouais. Cité radieuse. Enfin, ils ont fait des bâtiments qui sont magnifiques, très beaux, qui étaient inscrits dans quelque chose de social, etc., etc. Mais en fait, ils n'existent pas. Ils existent en forme de documents, d'archives. Parce que c'était aussi l'époque où les artistes dénonçaient un peu dénoncer un peu le pouvoir de l'argent et qu'est-ce qu'il trimballe avec. Les artistes sont partis dans la nature, ils ont inventé pas mal de choses, ils ont fait tout exploser, tout dynamiter. Il y a aussi certains architectes qui ont travaillé. Mais comme tu dis aussi, s'ils ne pouvaient pas non plus travailler sur un métrage donné, je ne sais plus, 35, 40, 35 mètres carrés, c'est quand même assez. Non? Je me rappelle plus. Les cellules. Les cellules, ça dépend. Je ne sais pas combien. Ouais. Mais ça n'a pas tenu le coup. Ça reste sous forme de maquettes, d'archives, de documents, d'écrits. Mais il y a qu'à voir à Casa, par exemple, il y a des chefs-d'œuvre qui n'existent plus, qui n'existent que dans. Je peux me tromper. Hein. Mais ça, c'est le propre de l'architecture, ça. Oui, voilà, qui ont été transformés. Même certains architectes, ils disaient, ben, c'est normal. Les œuvres ne sont pas. Ils vont être transformés par des gens qui ne vont pas exister tels qu'ils. Mais c'est terminé. Ouais, les gens, ben, ils ont des besoins, donc il faut qu'ils se réapproprient les trucs. Donc, et donc, c'est pour ça qu'il faut des logements qui soient flexibles, des bâtiments qui soient flexibles. Le problème de Le Corbusier, c'est que ces bâtiments n'étaient pas flexibles. On ne pouvait pas faire une extension. Prendre un gros bâtiment et faire une extension. C'était un de ses problèmes. Et ensuite, Le Corbusier, les bâtiments, parce que moi j'ai commencé mes études à Marseille. Donc tous les jours, je passais en bus devant l'unité d'habitation. Et c'était début des années 90, etc. L'unité d'habitation, elle était, en gros, ça a commencé à se boboiser. C'est-à-dire les gens, les classes moyennes et populaires ne voulaient pas habiter là-bas. Ça ne les intéressait pas. Et on prend toutes les unités d'habitation, ils sont habités par des cadres sup, des enseignants et des artistes. Mais le monsieur de tous les jours, ben, ça ne l'intéresse pas, le béton brut. Ça a périclité dans les années 80. Et je me rappelle, début des années 90, la mairie qui avait repris, ça a été classé monument historique. Et les 4 ne marchaient pas. On avait visité celle de Berlin, elle ne marchait pas aussi. Celle de Nantes, elle ne marchait pas. Il n'y a pas un truc à Lille? Non, Lille, non. Il a failli construire, faire quelque chose au Maroc, c'était à Agadir. Il devait retravailler sur la reconstruction d'Agadir, mais je crois qu'il a été très mal accueilli. Et après, un dernier point à éclairer, c'est que dernièrement, il y a eu une exposition, il a été traité de collabo, de fasciste, etc. C'est très simple. Le gars, il ferait n'importe quoi pour construire. C'est une des deux. Ensuite, le type, ces théories architecturales, c'est fait pour avoir un état fort. C'est-à-dire, lui, quand les projets d'immeubles qu'il proposait, c'est pour 1600 habitants. C'est un bâtiment qui fait 26 mètres par combien? 160, 300, 200 et quelques. Donc ça, c'était son... Donc pour que... C'est ces bâtiments, ces immeubles à lui pour le logement. Donc pour que ces projets puissent exister, il lui fallait un état fort. C'est-à-dire un état fort qui soit de gauche, de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ça a marché, puisqu'il est allé voir les soviétiques pour proposer des projets, ils lui ont dit niet. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a essayé de voir avec Vichy, ils lui ont dit niet. Il a fallu la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, avec la reconstruction, et là l'État français était fort parce que il y avait les moyens. Là, il a eu un peu de... Donc c'était pas un gars qui était ni facho, ni truc. Il était un peu opportuniste, mais il aimait tellement son métier, et il voulait tellement construire et appliquer ses idées qu'il... Il est assez rigide, ses idées. Mais éduqué par l'espace, la machine à habiter, tout ça. Mais là, il a remis en question avec la chapelle de Ranchamp. Ensuite. Je dis c'est théorique, c'est très bien. Parce que là, en fait, la chapelle de Ranchamp, elle est pratiquement proche des cris de
critiques de la seconde modernité, des Tintène, des gens qui sont déjà critiques. Donc il y a une remise en cause du discours premier, de la modernité, etc. Ouais. Mais les premiers écrits du Corbusier. Mais bon. Bon, j'espère que vous avez pu retenir quelque chose. Merci.